Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, Paname va explorer un Paris réellement étrange à la frontière du bizarre et de l'occulte. Entre phénomènes paranormaux, artistes aux œuvres dérangeantes, restos grouillants et pratiques totalement perchées ou cintrées, vous allez découvrir une face cachée de Paname qui ne va pas vous laisser insensible. Au fait, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Dans ce Paname placé sous le signe de l'étrange, Yvan va se démultiplier. Il va retrouver Frédéric dans l'église du Val-de-Grâce pour pénétrer dans une mystérieuse crypte interdite au public. Un moment d'émotion que personne ne peut voir. C'est vrai? Jamais. À l'Institut Métapsychique International, Yvan va vivre sa première expérience paranormale. Aujourd'hui, on est plus vraiment focalisé sur certains phénomènes, comme la télépathie. Il assistera à un cours de shibari, un art japonais très particulier. C'est une sorte de dialogue que vous avez tous les deux? Ouais, c'est une sorte de dialogue. En fait, avec les cordes, on va faire passer des énergies, des sensations. Un petit creux? Yvan dégustera un apéro à base de crackers au vert et autres burgers au grillon. Ça c'est quoi comme insecte? Ça, c'est des vers de farine et des grillons, avec des épices. J'en rêvais. Mais en attendant de frissonner de plaisir, Yvan a rendez-vous au 48 rue Jacob, dans une bien étrange librairie. Bonjour Nathalie. Bonjour Yvan. Bonjour Jean-Bernard. Ça va? Ça va. Très bien, Yvan. Par contre, lui, il n'a pas l'air très en forme. J'ai l'impression qu'il a un peu les nerfs à vif, non? Il est assez ancien, donc de fait, il est quand même en très bon état pour son ancienneté. C'est quand même un modèle de 1837 du docteur Ozouf, qui a développé le modèle dit plastique, donc on pouvait monter et démonter, en papier mâché. Et c'est une technique qui était très importante pour les démonstrations anatomiques, c'est-à-dire qu'il était manipulable, facilement manipulable, et on ouvrait tous les différents éléments pour montrer les différents stades, les différentes découpes, les différents organes. Et donc ça veut dire qu'on peut enlever le crâne? Voilà, on peut ouvrir, voilà. Ah d'accord, et en dessous il y a le cerveau. Il y a le cerveau, plusieurs parties, etc., etc. C'est quoi exactement ici? C'est une bibliothèque? Qu'est-ce que c'est? Non, librairie, sciences, médecine. Donc on est spécialisé en sciences, en médecine, mais à la fois en ouvrage et en objet. Parce que partout où on pose le regard, j'ai envie de dire qu'on voit des choses bizarres. C'est le cas. Alors moi, je dirais pas tant bizarre. Je pense que c'est surtout un écrin de connaissances et de savoir. C'est un lieu absolument emblématique. C'est le véritable cabinet de curiosité scientifique et médicale. Et de ma connaissance, c'est le seul qui existe en France. C'est un même au monde. En tout cas, je n'en ai pas encore identifié. C'est un lieu de merveille. Aujourd'hui, qui fréquente ce genre d'endroit? Qui vient vous acheter ces objets incroyables? Vous Non, non. Waouh, voilà. Donc ça, quelle époque? André Vessal. La première anatomiste. Voilà. Alors, de la fabrique du corps humain a été publié en 1543. Il va révolutionner complètement l'anatomie. Vous qui êtes artiste ciroplaste, c'est une source d'inspiration. Ah, totalement en fait, parce que mon travail est ancien. Il s'inscrit dans cette histoire. Il s'inscrit sur des planches anatomiques aussi détaillées, aussi fabuleuses et poétiques, et sur l'histoire de la séroplastie, de tous les séroplasticiens qui ont contribué aussi au développement du savoir médical. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Donc là, en fait, vous avez une dissection de main. Tout ça est très scientifique, très précis. Tout à fait.
C'est pas une interprétation. C'est pas une interprétation. Ce n'est pas une dissection qu'on faisait à l'époque pour montrer la main, mais là, c'est vraiment une présentation de tous les éléments en fait qui constituent la main. Et tout ça, c'est en cire. Et tout ceci est en Même cire. les petits nerfs, là. Même les petits nerfs. Et les couleurs, c'est teinté dans la matière? Alors oui, ce sont les pigments qu'ils utilisaient au XVIIIe siècle, qui sont intégrés dans le mélange de séroplastie. Et après, la technique est en fait une technique de glacis. Mais ça donne ce côté qui va être translucide et transparent. Vous pouvez voir le côté translucide de la main qui apparaît ici. Elle est finie, cette main? Cette main n'est pas finie, elle est en stade de finition. Qu'est-ce que vous allez lui faire, là? Donc là, vous voyez, je vais commencer à jouer et à retravailler les muscles, mais avec quelque chose que j'essaie toujours d'intégrer, c'est une certaine forme de poésie. Voilà. C'est important pour vous. La poésie, Oui. tout à fait. Si je peux faire découvrir des choses, c'est absolument magnifique. Montrer aux gens à quel point le corps est extraordinaire. Vous faites des mains? Oui. Vous faites quoi d'autre? Je fais tout. Là, vous avez un buste. Donc là, vous avez tous les muscles superficiels. Alors, c'est un de mes privilèges, c'est que j'ai tendance à vouloir ouvrir les muscles des plans superficiels pour pouvoir montrer, en fait, les muscles profonds. Mais ça veut dire que sur un vrai corps humain, si j'enlevais cette partie-là, je verrais ça. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais là, notre sujet a quand même une expression. Voilà, exactement. Ce sont toujours des êtres très apaisés. Oui, c'est pas la douleur. Ce n'est pas du tout la douleur. Ce n'est pas du tout la douleur. Elle s'expose pour vous séduire. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Bah, écoutez, mille vous merci. êtes unique, vous, hein? Je suis la seule à utiliser la séroplastie du XVIIIe siècle. Direction le Val-de-Grâce, où un autre personnage unique attend Yvan de pied ferme. Frédéric, Ah, Yvan, comment allez-vous? très bien, heureux de vous voir. Merci de me donner rendez-vous au pied de cette église que je trouve toujours aussi magnifique. Oui. Elle est d'une élégance incroyable, ça, presque je suis autant que d'accord. vous. Oh, c'est gentil. Mais vous avez vu comme c'est massif quand on est Oui, en bas oui. et qu'on regarde vers le haut et puis d'un seul coup, ça part tout en finesse et ça emmène évidemment les prières vers le ciel parce que c'est l'église du Val-de-Grâce. À l'intérieur, il y a toute une histoire à raconter et en dessous, il y a une crypte que les téléspectateurs n'ont sans doute jamais vue de leur existence. C'est ce que l'on va Moi, je ne connais pas, découvrir. en tout cas. Ah ben venez voir, je vous montre. Waouh. Frédéric, à qui doit-on la construction de cet édifice, de cette église? Alors c'est une volonté bien précise d'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, c'est l'épouse de Louis XIII, la maman du futur Louis XIV. oui. Elle est née en 1601 et ils se sont mariés à l'âge de 14 ans avec Louis XIII. Et puis elle tarde un petit peu à avoir des enfants. Et vous savez ce que c'est, le roi de France, il veut toujours un fils. Oui, oui, c'est Il faut important. oui, bah oui, il faut la succession, les femmes ne pouvant pas monter sur le trône. Alors à un moment, elle était un petit peu mal vue par Louis XIII. Elle décide de sortir un petit peu de la cour. Elle veut pas trop rester enfermée au Louvre. Elle décide d'acheter une maison à la campagne. C'est oui. ici, ce qu'on appelait le Petit Bourbon. Et là, tout va commencer là, lorsqu'elle donne naissance en 1638 à un fils. Enfin, Le futur, Louis XIV. évidemment. Et du coup, la reine a 37 ans, ce qui est déjà d'un certain âge pour avoir un enfant, un fils. Donc elle rend grâce, d'où ce Val de grâce, évidemment. Elle rend grâce à Dieu d'avoir cette naissance. Elle est tellement attachée à cette église qu'au moment de sa mort, elle va confier son cœur et demander à ce que son cœur repose ici. Et c'est ce que l'on va découvrir dans cette chapelle, une chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Anne. On va aller derrière ces grilles. Vous prenez un anneau. Non, mais vous êtes dessus. Ah bah oui. Ouais, faites un effort. Soyez respectueux un petit peu. Vous êtes prêts? Et là, c'est une toute petite crypte. Waouh! Un lieu absolument incroyable. Venez, venez. Attention à vous, hein. Non, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh bien voilà, c'est ici, à l'intérieur de cette armoire, qu'était placé le cœur d'Anne d'Autriche. Et là, elle a été suivie, si j'ose dire, par tous les princes, toutes les princesses, qui ont accepté aussi de céder leur cœur dans ce lieu pour accompagner celui d'Anne d'Autriche. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution, il y a 45 cœurs différents
qui sont inhumés ici dans cette crypte. 1789, la Révolution, évidemment, tous ces cœurs vont disparaître. Pourquoi? Pas parce qu'on va surtout vouloir se saisir des reliquaires qui contenaient ces cœurs, qui étaient souvent en vermeil, en tout cas dans un métal très précieux qu'on allait faire fondre, et le cœur était, j'ai presque envie de dire, jeté à la rue. Certains ont même, dit-on, été vendus à certains peintres qui l'utilisaient pour glacer leur toile. Mais bon, là on est à la limite entre l'histoire et la légende. Et derrière moi, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un drôle d'objet là. Voilà, alors c'est le dernier cœur qui reste ici. Il appartient au docteur Dominique Larrey, grand chirurgien de l'époque napoléonienne. Il a accompagné Napoléon et les armées partout, notamment la Grande Armée. Et ces restes sont installés ici depuis le 19e siècle. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'ici maintenant c'est un endroit militaire. Hein. Oui, alors depuis 1793, un hôpital a été consacré aux militaires et ça n'a pas changé depuis le lendemain de cette révolution. Et cette crypte, là, personne n'est encore descendu dedans. Si la porte se referme, personne ne viendra jamais vous chercher. On va peut-être y aller? Oui. Bienvenue dans notre demeure. Dans ce Paname de l'étrange, Yvan n'est pas au bout de ses surprises. Une expérience des plus surprenantes l'attend aux 52 rue de l'Aqueduc. Bonjour Mario, comment Bonjour allez-vous? Yvan. Très bien. Dis donc, il faut vous trouver, vous, hein? C'est un peu caché quand même. Ah oui, mais on ne révèle pas ça à tout le monde. Ça existe depuis combien de temps, cet institut? 1919. À l'époque, il y avait une vraie et sincère envie de la part de certains universitaires et professionnels au niveau scientifique de comprendre les phénomènes qui semblaient sortir de la grande vague du spiritisme. Donc c'est d'étudier de façon rationnelle tout ce qui peut paraître irrationnel. Tout à fait. Et là, vous continuez à le faire, vous? Oui, on est complètement dans cette lignée. Sauf qu'aujourd'hui, le spiritisme a plus ou moins disparu. Aujourd'hui, on est plus vraiment focalisé sur certains phénomènes qu'on associe avec le vivant. C'est-à-dire quelque chose comme la télépathie, par exemple. C'est la possibilité que deux personnes communiquent à distance sans un support sensoriel. On est intéressé purement par les phénomènes qui, pour l'instant, ne sont pas compréhensibles du point de vue énergie physique classique, connue. Et ce type d'expérience, ça se passe ici? Ça se passe ici et ça se passe dans plein de laboratoires ailleurs aussi. Mais en France, disons que c'est le centre principal. Moi, j'aimerais bien qu'on voit quand même ces machines qui vous servent pour vérifier tout ça. Bien sûr. C'est où? En bas, on a une bonne partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça s'appelle un tychoscope. Tychoscope. C'est un petit robot qui fait des mouvements aléatoires. Une fois que je le démarre, vous allez voir qu'il va commencer à couvrir de manière aléatoire, plus ou moins, toute cette surface ronde. Et alors le but de l'expérience, c'est quoi? Donc le but, c'est quoi? C'est pour étudier un phénomène qu'on appelle la micropsychokinèse. Donc l'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on peut influencer la matière à distance? Par exemple, de le faire venir vers nous. C'est ce que j'étais en train de faire là. Plutôt que de... Voilà. Voilà, là, je lui dis d'aller parce à que gauche, normalement, bah, selon tous les principes de la science classique, il n'y a aucun rapport entre moi et ces systèmes. Peut-être si on trouve le bon état d'esprit, etc., on peut le faire venir vers nous. Ah, ça veut dire quoi, ça, trouver le bon état d'esprit? Mais c'est ça, toute la question est là. Il y a une question de... Oh, bon, certains préfèrent de parler de dons. Moi, je préfère de parler de trouver une certaine disposition mentale dans laquelle ces phénomènes sont naturels. Mais une des conditions qui favorise, c'est un esprit plutôt ludique et léger, plutôt que trop sérieux. Mario, est-ce que vous êtes en train de me dire aussi que tout le monde peut cultiver ça? Comme on part du principe que c'est un phénomène naturel, on part du principe que tout le monde peut éventuellement maîtriser ça. Mais je ne vais pas trop exagérer parce que je pense que vous allez faire un but là. Parce que là, vous êtes... attendez, je vais vous leur envoyer la balle.
Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ça, c'est une des 2 salles qu'on utilise pour des expériences de télépathie. Donc ce qu'on a ici, c'est on met les récepteurs ici, celui qui joue comme celui qui capte, et de l'autre côté, c'est l'émetteur, celui qui envoie les images. Donc l'idée, c'est de voir si effectivement le récepteur peut capter certains éléments de l'image qui est envoyée par l'émetteur. Eh ben, on peut le faire. Ah, bah déjà, c'est très confortable. Donc ça, c'est pour pas que je puisse voir quoi que ce soit. Ça, vous le mettez simplement sur les yeux. Hein. Là, on fait juste pour comprendre un peu comment ça marche. D'accord. Et sur les oreilles, on va mettre un casque avec du bruit blanc. C'est un bruit un peu comme ça qui permet aussi de mettre la personne dans un état un peu modifié de conscience. Yvan, maintenant, dans l'ordinateur, il a plusieurs images. Une de ces images va être celle qui est la cible que je vais envoyer. D'accord ? Une fois n'est pas coutume, Yvan a pris congé de Mario sans le saluer. Mais il ne pouvait plus attendre. Il doit traverser tout Paris pour se rendre dans la mystérieuse école des cordes où l'attendent un bien étrange professeur et son assistante. Ok Yvan, écoute, bienvenue au Loft. Et, bon, aujourd'hui, je vais te présenter ta première session de Shibari. Apparemment, oui. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai aucune notion de c'est quoi. C'est un art? Qu'est-ce que c'est? Ah, on peut dire que c'est un art. En tous les cas, c'est une forme d'expression et de communication entre 2 personnes qui est assez intense et intéressante à regarder. Mais visiblement, ça se pratique à 2. Ça se pratique à 2, oui. Avec Stéphanie. Tout à fait. Bonjour Stéphanie. Vous êtes déjà en position? Ouais, exactement, j'attends. Vous attendez. D'accord. Bah, On est parti. on est parti. Moi, je me mets là, je regarde. Oui, bah, je peux te mettre là, à côté. Alexandre, Ouais. qu'est-ce que vous êtes en train de faire à tous les 2? Exactement. Alors là, exactement, je suis en train de réaliser un beauté. C'est le harnais de poitrine classique qui est dérivé en fait d'une manière d'attacher les prisonniers au Japon féodal. Et en fait, il y a eu beaucoup de gravures, de procès de personnes qui étaient attachées et torturées avec des cordes. Ça a beaucoup parlé à certains artistes de l'époque. Et c'est comme ça que le Shibari est né, avec des techniques de plus en plus poussées, de plus en plus pointues. Il ne faut pas faire n'importe quoi, là, j'imagine. On a quand même Il faut une vraiment... forte tension déjà sur les bras de Ouais, il y a beaucoup de Stéphanie. tension. Le problème principal, en tous les cas, c'est qu'il y a un nerf qui serpente au niveau du bras. C'est le nerf radial. Si on place les cordes au mauvais endroit et qu'on pince ce nerf, on peut se retrouver avec une main paralysée. Ça peut durer de quelques heures à plusieurs mois. Donc il faut connaître un peu l'anatomie quand même. Il faut connaître l'anatomie, il faut connaître les tensions, il faut connaître le placement des cordes aussi. Oui, parce que ça a l'air quand même très érotique aussi tout ça, non? Ouais, c'est très sensuel et très érotique. En fait, on va transformer la contrainte et ce que peut ressentir la personne une fois attachée en sensualité et en érotisme. C'est-à-dire que c'est extrêmement beau, là. Comme on peut le voir, ça fait tout de suite des formes de corps très très belles. Qui est vraiment au service de l'autre? C'est moi qui suis complètement à son service. C'est le bottom, en fait, la personne dominée, entre guillemets, qui a tout le pouvoir. C'est elle qui décide quand ça s'arrête. On y va? On continue.
c'était une séance agréable? Oui. Comme toujours. Comme toujours. Avec plaisir. Comme les rares fois où je me fais attacher. Parce que c'est pas vraiment ta spécialité, toi, tu es plutôt attacheuse, Stéphanie. Oui, Oui. clairement. Moi, j'aime dominer et du coup, j'aime faire plaisir aux gens. Voilà, j'aime les attacher. C'est ça, c'est faire plaisir aux dominés. C'est dominer, mais en faisant plaisir. C'est pas chouette, j'ai quelqu'un à dispo, je lui fais ce que je veux. C'est au contraire, c'est de quoi tu as envie, donne-moi plein d'ingrédients, puis je vais essayer de te composer un truc sympa avec ce que je sais faire et ce dont tu as envie. Le BDSM, c'est vraiment basé sur le consentement. Lorsqu'on est attaché, on se retrouve dans un état de vulnérabilité très important, qui est consenti, mais qui est quand même très fort. Pour autant, ouais. On a les mains dans le dos, on ne peut pas du tout se défendre, on ne peut pas se sauver, on ne peut pas courir. Donc on est vraiment psychologiquement dans un état très vulnérable et très dépendant. Du coup, c'est vraiment important pour la personne qui fait le bondage ou qui domine d'avoir ça en tête et de savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est à pratiquer avec modération quand même. Il faut pratiquer de manière safe en ayant pris des cours. On ne peut pas non plus regarder des tutos sur Internet. Une tension, la tension des cordes, c'est quelque chose qui se sent, qu'on est obligé de toucher, qu'on ne peut pas voir à travers des vidéos. Ben merci en tout cas, merci pour cette découverte absolument incroyable. Merci vraiment. Yvan ne le sait pas encore, mais sur son fidèle destrier, il file tout droit vers une nouvelle solution alimentaire qui permettra peut-être de sauver la planète. Salut Laurent, Bonjour. comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Alors j'ai plein de choses. Je te préviens que j'ai un appétit de caméléon. Hein. Il y a de quoi faire là. Il y a des insectes apéro avec des épices, des petits crackers. Ça c'est quoi comme insecte? Ça, c'est des vers de farine et des grillons avec des épices. J'en rêvais. Au curry. Au curry, oui. Fort goût de curry. Quoi, c'est un petit verre de farine? Ça, ce sont des vers de farine, oui. Oh, qu'il est beau. Il est magnifique. Hein. Ils sont déjà cuits, alors. Ça craque, hein? Ouais. Alors justement, parlons de l'intérêt de manger des insectes. Parce qu'on dit que c'est ça qui va sauver l'humanité. Oui. On a du mal à nourrir avec les aliments classiques. Que c'est l'insecte, l'avenir de Il y a l'homme. plein de raisons. C'est parce que c'est plus rapide à produire avec moins d'impact environnemental. C'est bon pour la santé. Pour un cuisinier, quand on aime faire des petits plats, c'est un élément intéressant à travailler. Voilà, on peut associer avec des autres saveurs, faire des mélanges. On peut mélanger des insectes avec quoi? Avec des légumes? Moi, je mélange avec des desserts, avec du salé, avec tout. Là, j'ai fait des sucettes au verre. Mon Dieu, des sucettes au certains, verre. dans certains gâteaux, on recherche le croustillant pour faire des contrastes de saveurs. Mais là, il y a quoi? C'est du chocolat. C'est une ganache au chocolat avec des verres à l'intérieur. On voit bien les verres à l'intérieur. Je croque. Ah oui. C'est super bon. Il faut donner de son corps hein, quand même. Hein, Est-ce que ça fait un petit peu de croustillant léger? Après, au niveau du goût, le chocolat prend le dessus là. C'est pour faire découvrir, pour un peu engager les gens vers l'insecte, parce que c'est tout seul comme ça, on a moins envie. Là, la sucette, c'est déjà mieux. Il y en a encore un qui bouge. Non, je plaisante. C'est notre ruche. Il a des grillons et des vers de farine vivants. Ils sont en train de manger de la farine, des légumes. Et ils mangent très peu par rapport au bœuf, c'est ça qui est intéressant aussi. Le bœuf, il faut 2 ans pour pouvoir le consommer, alors que là, c'est que 8 semaines. Ok. Alors ça mange quoi? Ça mange quoi? Des carottes, des légumes? Des carottes, des légumes, on peut leur donner tout ce qu'on veut en fait. Et ils adorent les céréales. Il n'y a pas besoin d'eau pour l'élevage, donc c'est une ressource qui est rare. À l'avenir, il faudra faire attention. Et là, avec les insectes, il n'y a pas de problème. Bon, je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, je vois que ça a tous les avantages, mais on est quand même ici, au pays de la gastronomie, à Paris. En plus, il y a des grands chefs partout. Et cuisiner des insectes. Jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question de manger les insectes parce qu'on a plein de bons produits, justement. Et quand ça va se développer et que les prix vont vraiment baisser, ça sera moins cher que la viande. Et là, les gens vont réfléchir et là, ils vont se dire, mais pourquoi pas? Oui, mais là, parce que non seulement on fait des économies, mais en plus, on sauve la planète et on est au niveau santé, c'est mieux. Donc, il n'y aura que des avantages. C'est de la farine de gluten avec une farine de grillon. Oui. Et il y a aussi, j'ai mis des légumes et des épices pour donner du goût.
petite merveille. Merci. Ah oui. Là, je peux prendre de la viande, la texture un petit peu, comment dire, farineux. Oui. Normal. Bah oui, c'est Mais- normal. C'est que du blé, quasiment, avec des grillons. Mais non, c'est bien, c'est curieux, c'est bizarre. Mais pourquoi pas? C'est d'une Mais première. là, il y a 3 fois plus de protéines que dans un steak classique. Et c'est beaucoup moins gras. Et beaucoup moins gras, tout à fait. Donc il ne faut pas hésiter à venir en manger chez toi parce que tu es le seul à faire ça quand même. Ça, Si c'est on veut une rester en vraie- bonne santé, oui, il faut manger des burgers aux insectes. En tout cas, merci Laurent. On va se quitter là-dessus. Je vous invite, vous les téléspectateurs, à venir me parler, voir ou revoir cette émission déjà sur notre site internet françois.fr. Vous pouvez aussi consulter nos sites, nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Paname. Tiens, en fait, j'ai dit bizarre. Bizarre, tiens. Comme c'est étrange. Pour les bons plans, n'ayez pas peur de pousser la porte de la librairie Alain Brieux. Jean-Bernard se fera une joie de vous recevoir. Si vous vous intéressez aux phénomènes paranormaux, n'hésitez pas à contacter Limi. Pour un cours de shibari tout en douceur, passez donc un petit coup de fil à Alex. Enfin, pour une soirée romantique originale, réservez donc une table chez Innovite.